Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un épisode d'une intensité inédite dans le conflit russo-ukrainien. Imaginez la situation. Des drones ukrainiens frappent des villes russes, jusque-là considérées comme sécurisées. Des systèmes de défense russes interceptent certains engins mais laissent passer d'autres, provoquant des victimes civiles et des dégâts considérables. Et derrière ce chaos apparent, l'OTAN s'implique de manière plus directe, propulsant la guerre dans une phase encore plus dangereuse et complexe. Effectivement, Claire. Les attaques récentes sur Voronezh, Belgorod et même sur des installations stratégiques à Rostov illustrent une escalade notable. Nous ne sommes plus seulement face à des combats le long de la ligne de front, mais à une confrontation qui touche le cœur des infrastructures russes et qui met au défi la doctrine de sécurité traditionnelle de Moscou. Cela démontre aussi que la guerre moderne ne se limite plus au champ de bataille. Elle s'étend à l'énergie, aux communications et à la logistique, transformant chaque décision militaire en enjeu stratégique global. Et dans ce contexte, la question cruciale devient comment la Russie réagit-elle à cette pression croissante, tout en préservant son image de puissance et en ripostant avec des moyens précis et destructeurs, car au-delà des frappes, il y a une dimension symbolique. Il s'agit de montrer que la souveraineté russe n'est pas seulement défendue par des armes, mais aussi par une stratégie calculée qui mélange puissance militaire, pression économique et communication politique. Exactement. Et lorsque l'on analyse les premières ripostes russes, on observe une combinaison de frappes aériennes ciblées et de déploiement de systèmes hypersoniques conçus pour neutraliser les atouts occidentaux fournis à l'Ukraine. Chaque missile lancé, chaque objectif détruit raconte une histoire qui dépasse le simple affrontement militaire. C'est un signal adressé à Kiev, à Washington et à l'ensemble de la communauté internationale sur la capacité russe à riposter avec précision et rapidité. Jean, commençons par les attaques ukrainiennes sur le territoire russe. Jusqu'ici, la Russie semblait relativement épargnée derrière ses frontières, mais depuis janvier 2026, cette perception a été bouleversée. Voronezh, une ville d'1 million d'habitants, a été frappée par des drones ukrainiens. La défense aérienne russe a intercepté plusieurs appareils, mais un drone a atteint un immeuble résidentiel, causant la mort d'une femme et en blessant plusieurs autres. Comment évaluer l'ampleur de cette escalade ? Claire, c'est une rupture importante dans la dynamique du conflit. Ces frappes démontrent que l'Ukraine n'agit plus seulement en ligne de front, mais qu'elle est capable de porter le combat profondément sur le territoire russe. Voronezh n'est pas une ville proche de la frontière. C'est un centre urbain majeur et son ciblage envoie un message clair. Cela a un impact psychologique considérable sur la population, mais aussi sur les stratèges russes qui doivent maintenant sécuriser des zones auparavant considérées comme sûres. Et ce n'est pas le seul exemple. Belgorod, proche de la frontière, a subi sa deuxième attaque en janvier. Les drones ukrainiens y ont endommagé des infrastructures électriques critiques, provoquant des pannes et la mort de 2 civils. Et à Rostov, le principal centre militaire russe, des incendies ont touché plusieurs zones industrielles. Cela montre que Kiev concentre sa stratégie sur des cibles à la fois symboliques et logistiques. Exact. La portée de ces attaques dépasse le simple choc militaire. Elle perturbe le fonctionnement normal des villes, de l'approvisionnement énergétique et même de la vie civile quotidienne. À Kiev, Moscou a observé et diffusé des images de ces frappes et a ajusté sa riposte en conséquence. Les drones ukrainiens ne sont plus des outils isolés. Ils font partie d'une offensive coordonnée, utilisant la mobilité et la surprise pour tester les défenses russes et identifier les failles. Et quelles ont été les réponses russes à ces frappes ? La Russie ne se contente pas d'intercepter des drones. Effectivement, les ripostes russes sont immédiates et ciblées. Moscou utilise des missiles hypersoniques et des systèmes S-300 pour neutraliser les installations clés de l'Ukraine. À Kiev et dans les régions d'Elviv et de Dnipro, les frappes russes ont touché des centrales électriques et des installations de stockage de gaz, provoquant de graves perturbations énergétiques. Cette approche démontre que la Russie privilégie des frappes chirurgicales visant les infrastructures critiques avec un double objectif: affaiblir la capacité opérationnelle ukrainienne et envoyer un signal politique fort à Kiev, mais aussi à l'OTAN.
Donc, l'effet combiné des attaques ukrainiennes et des ripostes russes transforme le conflit en une guerre où civils et infrastructures sont au centre et pas seulement les lignes de front. Exactement. Les civils deviennent un paramètre stratégique involontaire et les infrastructures critiques deviennent des leviers de pression. Voronezh, Belgorod, Rostov et Kiev sont autant de terrains d'expérimentation pour la guerre moderne où drones et missiles définissent désormais la portée et l'efficacité des opérations. La riposte russe montre sa capacité à protéger ses intérêts tout en dissuadant l'Ukraine de multiplier ses frappes. Jean, après les attaques ukrainiennes sur le sol russe, il est crucial de comprendre la riposte russe. Les médias rapportent que Moscou a abattu plusieurs F-16 de fabrication américaine grâce à ses systèmes S-300 et à ses missiles Orezhnik. Pouvez-vous nous expliquer ce que cela signifie sur le plan militaire et stratégique ? Claire, cette action dépasse le simple échange de frappes. Les F-16, fournis par les alliés occidentaux, sont des appareils très performants et symboliques, représentant la capacité de l'OTAN à renforcer Kiev. Leur neutralisation par des systèmes S-300, conçus initialement pour défendre le territoire russe, démontre non seulement la précision des forces russes, mais aussi leur capacité à transformer un outil défensif en arme offensive ciblée. Les missiles hypersoniques Orezhnik, quant à eux, ont été utilisés contre des installations énergétiques et logistiques de l'Ukraine, notamment à Lviv et Odessa, paralysant des lignes vitales de transport de gaz et d'électricité. Donc, Moscou ne riposte pas seulement pour se défendre, mais pour frapper là où cela compte le plus. Exactement. La stratégie russe combine efficacité militaire et impact symbolique. Attaquer les F-16 et les infrastructures critiques permet de rappeler à Kiev et aux alliés occidentaux que tout soutien matériel a un coût réel et immédiat. L'Ukraine perd non seulement du matériel, mais la Russie envoie également un message clair. Chaque escalade sera contrée avec précision et rapidité. La portée géopolitique de ces opérations est considérable. Cela démontre la capacité de Moscou à maintenir sa position de puissance aérienne et énergétique face à une coalition occidentale qui pensait pouvoir imposer sa suprématie. Et sur le plan énergétique, quels sont les effets ? Les frappes russes sur les centrales électriques, les sous-stations et les sites de stockage de gaz créent des pannes localisées mais stratégiquement significatives. À Kiev, Deni Oblast et Zaporizhzhia, des centaines de milliers de civils se retrouvent privés d'électricité, exposant l'Ukraine à un hiver très difficile. Ces actions ont un double objectif: limiter la capacité logistique et industrielle ukrainienne tout en envoyant un signal politique à l'Occident. La Russie est prête à utiliser ses moyens stratégiques pour protéger ses intérêts et dissuader toute ingérence. Donc, la stratégie russe est multidimensionnelle, militaire, énergétique et symbolique. Exact. Les missiles et les frappes aériennes ne sont pas seulement des outils de destruction. Ils servent à construire un récit de puissance et de dissuasion. La neutralisation des F-16, la paralysie des infrastructures énergétiques et la démonstration de maîtrise technologique créent un effet de levier géopolitique. La Russie montre qu'elle peut répondre de manière chirurgicale à toute attaque, qu'elle maîtrise ses outils de riposte et qu'elle reste un acteur incontournable dans la confrontation avec l'OTAN. Et cela change la perception de l'équilibre stratégique dans la région ? Indéniablement. La Russie démontre que même face à une coalition occidentale, elle conserve la capacité de frapper avec précision et d'influencer la dynamique du conflit. Chaque missile et chaque frappe deviennent autant de messages envoyés à la communauté internationale, renforçant la posture de Moscou comme puissance capable de combiner force militaire, pression économique et symbolique géopolitique. Jean, jusqu'ici, nous avons vu la riposte russe et l'impact des attaques ukrainiennes. Mais quel rôle jouent désormais l'OTAN et les États-Unis dans ce conflit ? Comment leur soutien à Kiev se traduit-il sur le terrain et dans la diplomatie internationale ? Le soutien occidental est massif, mais complexe. Les États-Unis et leurs alliés fournissent non seulement des avions F-16, des systèmes anti-aériens et des munitions, mais également des formations et du renseignement tactique. L'OTAN, quant à elle, maintient un rôle de pression indirecte, surveillance des zones frontalières, exercice de dissuasion et coordination avec Kiev
pour anticiper les ripostes russes. Toutefois, cette implication comporte ses limites. La fourniture de matériel occidental augmente la capacité de défense de l'Ukraine, mais expose aussi ces mêmes ressources à la neutralisation par Moscou, comme nous l'avons vu avec les F-16. Et qu'en est-il des tensions diplomatiques? Elles sont particulièrement vives. L'OTAN et les États-Unis se trouvent dans un équilibre délicat. Soutenir l'Ukraine tout en évitant un affrontement direct avec la Russie. Chaque frappe russe qui touche des infrastructures critiques ou neutralise du matériel occidental crée une situation où Washington doit réagir publiquement, sans pour autant franchir la ligne rouge d'un conflit ouvert. Cela génère un stress diplomatique important et montre les limites des sanctions occidentales. Malgré leur ampleur, elles ne parviennent pas à stopper les manœuvres russes, notamment dans le domaine énergétique et maritime. Vous mentionnez le rôle de la flotte fantôme russe. Pouvez-vous détailler ce concept et son importance dans la dynamique actuelle? Absolument. La flotte fantôme russe est composée de centaines de navires, souvent anciens, opérant sous pavillon tiers comme ceux des Palaos ou de la Grèce pour contourner les sanctions occidentales. Ces navires y transportent pétrole, gaz et autres ressources stratégiques en échappant à la surveillance internationale. En parallèle, Moscou a développé une capacité juridique et administrative à protéger ses actifs. Certains navires sont enregistrés temporairement sous pavillon russe, créant une immunité quasi instantanée face aux interventions occidentales. C'est une manipulation stratégique subtile mais efficace, transformant la bureaucratie maritime en un outil de pression géopolitique. Donc l'OTAN et les États-Unis, malgré leur puissance, se trouvent de confronter à des mécanismes russes qui contournent directement leurs sanctions et contiennent l'escalade. Exactement. Cela illustre une nouvelle forme de confrontation, asymétrique, mêlant droit maritime, infrastructure énergétique et riposte militaire indirecte. L'Occident peut soutenir Kiev, mais Moscou reste capable de neutraliser, contourner et même retourner certaines actions en sa faveur, tout en maintenant un récit géopolitique crédible sur la scène internationale. En d'autres termes, la puissance brute ne suffit plus. La Russie joue sur le long terme, combinant pression, manipulation et signal politique, limitant l'efficacité du soutien occidental tout en renforçant sa position stratégique. Cette approche subtile, presque invisible à première vue, semble redéfinir les règles du jeu dans cette guerre moderne. Exactement, Claire. L'Occident se trouve confronté à une Russie qui exploite chaque faiblesse logistique et juridique pour maintenir sa souveraineté et sa capacité d'influence, tout en testant constamment la résilience et la cohérence des alliances occidentales. Jean, en regardant vers l'avenir, quels sont les risques que ce conflit s'étende ou s'intensifie? Claire, les risques sont réels et multidimensionnels. La Russie a démontré sa capacité à combiner frappes aériennes précises, pression énergétique et manipulation juridique. Chaque action occidentale, même indirecte, peut être contrée ou exploitée pour accentuer la posture russe. Washington et l'OTAN font face à un dilemme stratégique, soutenir Kiev sans provoquer un affrontement direct qui pourrait dégénérer en conflit mondial. Les sanctions, bien qu'importantes, ne suffisent pas à paralyser l'économie russe, et l'Occident découvre que la guerre moderne ne se limite plus au champ de bataille. Et sur le plan économique et symbolique? Les enjeux sont considérables. Les infrastructures énergétiques ukrainiennes sont désormais un levier stratégique. Leur paralysie affecte directement la population, tout en envoyant un signal politique. L'Occident est confronté à la nécessité de protéger l'Ukraine tout en maîtrisant les effets collatéraux sur l'économie mondiale et l'opinion publique. Symboliquement, chaque missile, chaque manœuvre légale ou maritime devient un outil de communication, montrant que la Russie peut riposter avec efficacité et nuance. Alors, quelle perspective? Il est plausible que la Russie intensifie ses frappes ciblées sur l'infrastructure vitale ukrainienne tout en testant la cohésion occidentale. L'escalade pourrait prendre la forme d'une guerre par procuration plus subtile, attaques cyber, pression énergétique et intervention indirecte via la flotte fantôme ou des systèmes de missiles avancés. L'objectif pour Moscou n'est pas de déclencher une guerre mondiale ouverte, mais de façonner le rapport de force, de maintenir
une posture de puissance et de montrer à l'Occident qu'aucune initiative ne restera sans réponse. En résumé, ce conflit dépasse largement les affrontements militaires classiques. La guerre moderne combine armes de haute technologie, droit international et sanctions économiques comme instruments stratégiques. Chaque mouvement devient autant un acte militaire qu'un signal politique. La question reste ouverte. Sommes-nous prêts à voir la géopolitique s'exprimer par des mécanismes juridiques et économiques autant que par des armes ? Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous. Donnez vos avis en commentaire et à très bientôt pour de nouvelles réflexions sur les enjeux mondiaux.